ça ne marche pas très bien, il y en a 5000 qui ont été déposés des points BZH. Mais vous pouvez avoir point marketing, point store, point web, il y a le point, non, le point .me, il existe depuis longtemps. Donc si vous voulez avoir la liste des extensions, il y a One and One qui les présente de façon un peu... Pardon. Ça veut dire qu'il faudrait déposer son nom avec toutes les extensions? Non, on ne peut pas. Moi, je me suis fait piquer, je me suis fait attaquer parce que j'avais dénoncé une magouille sur Internet, un magouilleur sur Internet. Pour se venger, il a déposé le raphaëlrichard.net. J'aurais déposé le raphaëlrichard.net, il aurait déposé le .info. J'aurais déposé le .info, il aurait déposé le .cn, le .at pour l'Autriche, etc. Donc la question, c'est quelles sont celles qui sont vraiment, qu'il est urgent de protéger. Et accessoirement, s'il y en a plus de simples en .fr et en .com, est-ce que je ne peux pas me rabattre sur les nouvelles extensions qui sont un peu modernes, un peu sexy, si elles font du sens. Donc là, alors, les extensions. Alors, un instant. Oui, les one-page websites, moi je ne suis pas forcément méga fan parce que des fois elles sont longues et on a du mal à les retrouver. Et là, ce que je cherche, c'était mes 700 noms de domaine. Voilà, nouveau nom de domaine. Alors là, vous voyez que j'étais sur One and One. One and One, normalement, c'est 1-A-N-D-1. Eux, comme ils ont les moyens et qui savent qu'il y a plein de bétos comme moi qui font des erreurs, ils ont déposé 1-A-N-1. One en 1. Parce qu'ils savent, ils ont dû dire « Ah, il y a des gens qui vont aller trop vite. » Alors ça, c'est bon pour les sites à fort trafic, qui n'ont pas envie, en fait. Donc du coup, si vous avez un site à fort trafic, il y a énormément de gens qui font des fautes. Parce que, comme vous avez beaucoup de visiteurs qui veulent se connecter, proportionnellement, c'est le même taux de faute que sur les autres, mais une faute sur 1% des gens qui font des fautes sur Amazon.fr, ça fait tout de suite 10 000 visiteurs par jour. Donc du coup, Amazon a peut-être intérêt à déposer toutes les fautes possibles et imaginables. Ou non, parce que ça coûte cher, à l'échelle d'une petite boîte. Donc vous voyez, vous avez du point hôtel, du point art, du point shop, du point web, du point IMO, du point SRL, BZH, website, Alsace, CEO pour le chef, Fit pour fitness, j'imagine, Fashion, Space, One, Casino, Football, Style, Apartments, Boutique, Maison, non ça c'est bon, Expert, voilà. Et pardon, si vous êtes dans les voyages et régions, on a point Aquitaine, point Boston, point Caravane, point City, etc. Alors moi, ma prédiction, et je ne suis pas de 1, c'est plus un sentiment, c'est que la plupart ne seront quasiment jamais utilisées, resteront confidentielles, et qu'il y en a quelques-unes qui vont émerger. Je pense que le point Paris marchera, le point web marchera, du point store peut-être, point shop ça devrait marcher aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent des noms simples en .com qui ne sont plus disponibles depuis 2001. Parce que tous les bons noms ont été pris en fait à cette époque-là. Donc si vous voulez un .com maintenant, il faut avoir un truc vachement long ou un truc qui est bizarre. Alors ça, vous pouvez épater. Je crois que c'est ça. Pour épater dans vos prochains entretiens vos recruteurs, en disant que maintenant, pour optimiser la gestion, pour optimiser le community management, la gestion de ces communautés sur Internet, les réseaux sociaux, c'est sur Sprinklr qu'il faut aller. C'est imprononçable surtout. Voilà, c'était ça que je voulais démontrer. Comme les noms normaux ne sont plus disponibles, maintenant il faut inventer des trucs. Voilà. Et ça fait 6-7 ans. Flickr, je ne sais pas si vous vous souvenez, pareil, c'était les premiers pour le coup à faire ça. Donc comme mon .com est une pénurie, du coup ça peut être intéressant d'aller sur les autres extensions du moment qu'elles ne fassent pas trop peur. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'après, vous voyez, vous êtes dedans depuis un moment et vous m'avez quand même demandé confirmation. Du coup, ça remplace .fr. Autant .com, .es, .t, .de, .info, .net, on comprend. .paris, mais c'est .paris.com ou c'est .paris. Donc du coup, il faut essayer de voir, de sentir un peu les extensions qui ont des chances de se développer. Et là, ça peut être une alternative. Ça fait réducteur, en fait, je trouve. Ouais, mais en même temps, moi je communique sur www. Je sais pas, .hotel.paris, moi je dis ça peut le faire. Voilà. Donc, moralité Sprinklr, c'est pas intéressant que pour le nom de domaine, c'est
un outil qui vous permet à la fois de gagner du temps dans l'animation de vos réseaux sociaux, parce qu'une fois que vous avez une page sur Pinterest, sur YouTube, sur Facebook, sur Google+, sur Twitter, etc., à ces pages-là n'ont d'intérêt que si vous postez régulièrement dessus. Et au bout d'un moment, ça prend du temps. Et ces outils, la première génération de ces outils-là, vous aidez juste à poster à peu près la même chose sur Google+, et Facebook, par exemple, parce que ça se ressemble pas mal, donc on peut imaginer faire un petit peu la même chose. Et la deuxième génération vous a permis de gérer de récupérer les commentaires ou les réactions sur une seule interface. Donc du coup, vous pouviez après gérer vos relations en fait avec ces outils-là. Et maintenant, ces outils-là disent ta communauté, tu préfères qu'elle soit chez toi ou chez Facebook? Parce que c'est quand même un peu gênant. Déjà, on crache sur Google, qui n'est pas gentil depuis tout à l'heure, mais en réalité, Facebook, il a quand même réussi à convaincre la plupart des marques à faire en sorte que tous leurs fans, tous leurs membres, tous leurs clients, leur point de contact principal, ce soit sur la page Facebook, pas sur le site de la marque. Et du coup, il y a pas mal de sociétés qui sont en train de revenir en arrière, qui se disent, attends, moi, ma communauté, j'ai pas envie de demander l'autorisation à Facebook si je veux organiser un concours vis-à-vis de ma communauté, parce que Facebook dit, ce concours-là, tu as le droit de l'autoriser, celui-là, avec tel règlement, tu n'as pas le droit de l'organiser. Donc du coup, il y a plein de gens qui veulent rapatrier leur communauté chez eux, mais qui n'ont pas la base de données qui peut gérer les membres. Donc Sprinklr, ça vous permet de gérer votre présence sur les réseaux sociaux, et aussi de gérer votre communauté chez vous. Ça, c'est un peu en pointe. Donc là, même les bons community managers, vous pouvez les épater avec ça. En revanche, je vous conseille d'aller faire un tour dessus pour bien comprendre ce que c'est, parce que sinon, ils risquent de ne pas vous prendre, pour le coup, au sérieux. On a l'impression quand même qu'un certain nombre d'annonceurs vont se mettre sur Facebook, Google, plus Pinterest, oui. Parce que c'est la mode, mais quand on y va, voir, c'est un peu ce qu'il y a dans le site, et on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont là. On a l'impression qu'il faut être là parce que... C'est incontournable, c'est le mot qui est utilisé par tout le monde. Voilà. Mais ça n'a pas de réelle valeur ajoutée. Alors, moi, ma position par rapport à ça, puis du coup, je vais faire ma partie sur les réseaux sociaux là tout de suite, parce qu'on n'aura pas le temps de bien les traiter, enfin, on est en retard. Nous, parmi les 3 activités qu'il y avait en fait à la base de CVFM, il y avait le référencement naturel, parce que l'achat de mots-clés n'existait pas à cette époque-là. Il y avait le dépôt de nom de domaine, mais là pour des marques, pas en mode automatique comme sur OVH. Là, on faisait des audits pour le compte de grandes marques. On leur disait là, tu as des trous, là dans ton dispositif. Et on va te déposer tes noms sur les 50 pays où tu es présent. Donc là, il y avait une valeur ajoutée au-dessus. La 3e activité, c'était la création de communautés virtuelles. Donc bien avant l'émergence des réseaux sociaux. Parce que moi, j'étais convaincu lorsque j'ai fait mon analyse de l'écosystème Internet, que de créer une communauté, c'était un moyen de fidéliser ses clients. Moi, j'ai eu la conviction très rapidement que les gens seraient très infidèles sur Internet, et que de créer une newsletter, c'était bien pour essayer de maintenir le contact, mais si elle parle de votre newsletter que de vous, les gens vont avoir le même moment, et qu'il fallait créer un lien plus fort. La communauté, c'était un des concepts pour arriver à cette finalité. Et la communauté, pour moi, c'était de créer des espaces de discussion pour que les gens discutent de choses relatives à notre thématique, et aussi de leur faire des cadeaux, de leur donner du contenu, d'animer, de donner un peu de substance à la marque, là où la plupart des marques, quand elles allaient sur Internet, elles disaient je suis, voilà ce que je vends, mais il n'y avait pas plus. Et aujourd'hui, un peu grâce aux réseaux sociaux, on a compris que ce qu'il fallait, c'était du contenu pour agréger, pour attirer les gens, et qu'il y avait un enjeu autour de la création de communautés. Sauf qu'aujourd'hui, pour la plupart des responsables marketing qui ne comprennent rien à ce que c'est qu'une communauté, et peu aux réseaux sociaux, ils pensent qu'une communauté, c'est d'avoir des fans sur Facebook, des followers sur Twitter. Pardon, qui n'ont pas le temps de gérer, etc. Et souvent, dont le nombre de fans a été boosté un peu artificiellement. Par exemple, j'ai organisé un jeu concours pour récupérer 20 000 fans, mais qui reviennent pas souvent. Et qui ne sont pas forcément des clients. Et qui ne sont pas effectivement des clients, puisqu'ils sont venus là pour le cadeau, pour le concours. Et de toute façon, il y a un truc que m'avait pas dit Facebook, c'est que progressivement, au fur et à mesure qu'il y aurait de plus en plus de marques qui seraient présentes sur Facebook ne m'autoriserait pas en fait à rentrer, m'autoriserait à rentrer en contact avec un nombre toujours plus petit de fans. Quand vous envoyez une publication sur votre page Facebook et que vous avez 100 000 fans, je crois qu'en ce moment vous devez avoir, il me semble, 2% de vos fans qui ont une chance de voir votre publication arriver sur leur mur à eux. Et il y a 2 ans, je crois, il y a 1 an, je crois que c'était 5%. Et il y a 4 ans, c'était 15%.
Donc il est imaginable que dans un an, ce soit 1% de vos fans que vous pouvez toucher, sauf si vous achetez de la pub Facebook. Ah oui, d'accord. Donc du coup, vous avez dépensé des sommes énormes pour créer un peu de contenu, pour organiser vos jeux concours, pour acheter des fans, parce que grosso modo c'était ça, il fallait monter des campagnes pour acheter des fans qui vous coûtaient 1, 2, 3 euros. Et maintenant, à chaque fois que vous voulez entrer en contact avec eux, il vous faut de nouveau repayer. Donc là, moi je dis, c'est bon, on peut en revenir aux bases de ce que c'est qu'une communauté. T'installes ta communauté, il y en a 4 qui sont méga méchants, et il n'y en a pas un pour acheter l'autre. La communauté, son centre de gravité, ça doit être ton site. Qui stocke les données sur tes visiteurs, tes clients, tes membres, c'est toi dans ta base de données. Et du coup, tu as la liberté de rentrer en contact avec eux comme tu veux, via une newsletter, via ton site, via une application mobile, et pourquoi pas via Facebook, via Twitter, via Pinterest, via Instagram, le réseau social qui sera à la mode et qui correspondra pour le coup à ta cible. Donc ça pour moi c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux connectés au problème de communauté virtuelle ou de community management. Pour moi, le réseau social, dans l'idéal, ça doit être juste un outil de diffusion de l'information pour toucher une partie de ma cible. Il y en a qui sont plus accro à Twitter, plus à Facebook, moins à Google+, parce que ça marche pas très bien. Et pour les jeunes, maintenant, c'est plutôt Instagram, Pinterest sur lequel il faut miser. Ou alors, si on est dans la mode, Pinterest, ça marche aussi un petit peu mieux. Donc, j'ai ma communauté virtuelle, et elle est chez moi, je la contrôle, et j'ai des prolongements sur les réseaux sociaux de ma communauté virtuelle. Mais ma communauté, pour moi, ça ne peut pas être ma page Facebook. C'est dangereux, c'est aussi dangereux que la dépendance de Google en fait pour la partie trafic. Et sauf que là, c'est même la base de données de mes clients. Et vous savez que Facebook, il espionne autant ses membres que Google. Et il est foutu de dire à Hermès, si tu veux, je peux te permettre de toucher tous les gens qui s'intéressent au luxe. Et vous êtes un acteur du luxe qui avait 500 000 fans sur votre page. Bah, du coup, Facebook le sait. Et il va se servir de ces informations-là pour faire de la pub pour votre concurrent. Et du coup, moi, ça me paraît éminemment dangereux. Donc ça, c'est pour la partie community management, qui a un vrai enjeu à créer des communautés. Et pour avoir une communauté, il faut du contenu, parce que c'est ça qui permet d'amorcer la pompe. Mais même sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas du contenu intéressant sur votre page, et le contenu, c'est pas juste vos produits, ça marche pas. Vous voyez, Red Bull, c'est un exemple d'une étude de cas de boîte qui a cartonné grâce aux réseaux sociaux. Mais alors, ils ont un contenu d'enfer. C'est Baumgartner qui se jette de je ne sais combien de kilomètres d'altitude. C'est tous les événements un peu sexy qu'ils sponsorisent. Il ne faut pas que ce soit un copier-coller de son site. Alors moi, ça ne me dérange pas que ce soit un copier-coller s'il y a du contenu intéressant sur mon site. C'est plus ça en fait. Si c'est que du produit, ça colle qu'à moitié avec la communauté. En gros, quand je vais avoir des vrais fans de ma marque Apple, des belles marques de luxe, des vraies marques de luxe, ça peut marcher, parce que les gens sont... la marque, elle est tellement forte, le produit, il est tellement placé sur un piédestal que ça peut être le message. Apple Watch, machin, etc. Avec Apple, ça marche. Mais pour les 3/4 des boîtes, ça marche pas comme ça. Moi, si je veux agréger une communauté, je sais, parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps, il faut que je donne énormément de contenu sur le web marketing. Et je le fais plus parce que nous, on a atteint un niveau de développement qui me convient. J'ai plus envie d'investir dans le développement. Mais si je veux me développer, ce serait ça qu'il faut que je fasse. Et après, si je peux avoir des espaces de discussion avec mes internautes ou des internautes entre eux, là c'est encore beaucoup mieux parce que ça génère des interactions et l'adhésion elle est beaucoup plus forte. Et ça, pour moi, ça doit être autour de mon site. Et puis après, je crée mon contenu, ce qui me coûte très cher. Donc, et j'utilise ce contenu-là, je l'envoie sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, etc. Et en même temps, ça me fait du contenu pour intéresser mes internautes, du contenu pour être référencé et du contenu pour animer mes réseaux sociaux. Donc ça, pour moi, c'est sur la partie community management. Maintenant, sur la partie pub, c'est très différent. Ces sites-là, ces réseaux sociaux-là font de l'audience et je peux y être présent juste en achetant de la pub. Je n'ai pas besoin de monter des dispositifs vachement compliqués, je peux acheter de la pub. Et c'est là où je vous disais, Facebook Ads, Facebook étant aussi méchant que Google, c'est bien, parce qu'enfin, on a une source de trafic complémentaire de Google AdWords en mode publicitaire. Avant, si je voulais acheter de la pub intéressante en termes qui me génère du trafic qualifié sur mon site, il n'y en avait pas 50. C'était Google AdWords. Maintenant, avec Facebook Ads et leur système de ciblage, si on règle bien la campagne, on peut générer du trafic à un coût acceptable et qui transforme bien en client.
Et là, j'ai pas besoin d'avoir une page Facebook. J'ai juste besoin de savoir acheter de la pub dans Facebook. Twitter, ça marche pas si bien que ça, mais ils ont une forme de pub aussi qu'on a testé. LinkedIn, pareil, comme Viadeo, ils ont lancé une forme de publicité sous forme de lien sponsorisé, mais qui est trop cher par rapport à ce que ça rapporte, et qui ne marche que sur certaines problématiques précises. Si Pinterest, Instagram et tous les autres réseaux sociaux qui montent ou Line lancent une campagne, une offre de publicité, bah pareil, il faudra la tester, il faudra voir ce que ça rapporte en nombre de visiteurs, en chiffre d'affaires par rapport à, pour le coup, à ce que ça coûte. Et là, je n'ai pas besoin d'être présent sur ces réseaux-là pour acheter de la pub la plupart du temps sur ces réseaux. Ce sont juste des médias qui ont une offre publicitaire un peu bizarre. Il faut la tester pour savoir si elle fonctionne ou pas. Hébergement. Donc, j'ai créé mon site avec ma base de données, mon langage de programmation PHP, etc. Maintenant, j'ai besoin que les données soient stockées à un endroit, dans un data center. Donc, j'ai besoin d'aller voir un hébergeur qui a son data center. Si je suis tout petit, je vais m'adresser à des hébergeurs pour tout petits ou moyens que sont OVH ou One and One. Donc là, cela même quand vous achetez le nom de domaine, si vous avez un site si vous voulez mettre un site qui n'est pas compliqué derrière, pour 10 € par an, vous avez un petit espace qui vous est alloué, donc chez OVH par exemple. Si vous voulez faire quelque chose de sérieux et de ne pas avoir besoin de trop toucher à la technique, pareil, c'est OVH et One and One, mais sur leur version un peu plus chère à 10 € par mois. Et là, ça suffit largement pour des petits besoins de petits sites. Maintenant, si vous commencez à avoir en fait un besoin d'un peu plus d'espace ou une plus grosse base de données, là, il y a de l'hébergement mutualisé un petit peu plus cher, donc ça, c'est peut-être quelques dizaines d'euros par mois. Si vous avez un site qui prend de l'importance, qui a plusieurs centaines de milliers de personnes, de visiteurs par mois, si vous voulez connecter tout un tas de choses derrière, là, c'est peut-être un serveur dédié qu'il vous faut. Un serveur dédié, c'est une machine où il n'y aura que vous qui serez présent dessus. Et vous pouvez y installer 1 ou 2 ou 3 de vos sites, par exemple. Et la plupart du temps, ces serveurs dédiés qui avant vous appartenaient, vous les louez aux hébergeurs. Donc par exemple, nous, on a 5 serveurs dédiés chez OVH qui nous appartiennent. On installe ce qu'on veut dessus, on modifie tous les programmes, on installe tous les programmes que l'on souhaite dessus, mais c'est hébergé physiquement chez OVH. Ce qui nous évite d'avoir à maintenir en fait la permanence de la connexion, etc. Et après, si vous avez un site qui est très 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 gros, accessible, qui génère des millions de visiteurs en fait par mois, vous aurez, que celui que vous avez qui est hébergé, qui était suffisant pour votre site, qui avait quelques centaines de milliers de visiteurs, vous risquez d'avoir des problèmes en fait à ce que votre serveur réponde rapidement. Surtout s'il y a de l'achat, des annulations, etc. Et dans ce cas-là, pour alléger un peu la charge du serveur, et ça ne concerne que les très gros sites, il y a peut-être 500 sites qui peuvent être concernés en France par cela, vous allez voir des Content Delivery Network. Donc ce sont des systèmes comme une société, comme celui qui a monté une boîte qui s'appelle Akamai, qui a 100 000 serveurs de cache répartis dans le monde. Donc c'est plein de serveurs en fait répartis dans le monde, et qui vont envoyer à la place de TF1.fr, du serveur de TF1.fr ou de Allociné ou de Voyage SNCF, plein d'éléments qui coûtent de la bande passante et qui sont à peu près demandés de la même façon par tout le monde. Donc par exemple, le logo Voyage SNCF, il n'y a pas besoin que ce soit votre serveur à vous, le serveur de la SNCF, qui l'envoie. Donc du coup, si ça peut être quelqu'un qui sait quelle est la tête du logo Voyage SNCF, qui l'envoie à votre place, ça soulage votre serveur, qui peut respirer un petit peu mieux, qui répond plus rapidement, et qui va se concentrer sur un truc, c'est prendre les commandes, répondre aux demandes d'horaire, par exemple. Et par exemple, tout ce qui est image ou tout ce qui est page qui doivent être chargés de la même façon par tout le monde, pour le coup, ça c'est géré par Akamai. Et son job Akamai, c'est d'envoyer des milliards de pages, en fait, toutes les minutes, à travers le monde entier. Et comme ça, vous, votre site, votre serveur, il est soulagé. Et quand je dis serveur, en réalité, que ce soit pour TF1, Allociné ou Voyage SNCF, c'est même pas en fait une machine. Souvent, ce sera 5, 10, 20, 30, 40, des dizaines de machines qui se concentreront, elles, juste sur leur boulot. Et tout le reste, les grosses images, les vidéos, etc., là, c'est envoyé par des systèmes comme Akamai. Donc voilà, du plus simple hébergement, en fait, au plus élaboré. Si je veux créer des pages de contenu, avant, je devais tout programmer à la main. Donc je devais faire appel à un informaticien
qui codaient en HTML, qui codaient en PHP, etc. Depuis 10 ans, il y a un miracle qui s'est produit, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit « Tiens, mais attends, comme tout le monde a besoin à peu près de la même chose sur son site. On a besoin de créer des catégories, des formulaires de contact, etc. On va faire un logiciel qui permettra à n'importe qui de créer des sites un peu standards comme ceux-là. Et en plus, comme on est gentil, contrairement à Google, on va le faire gratuitement. Donc c'est tout le mouvement en fait, de l'open source. Et là, dans le mouvement de l'open source, il y a des gens qui développent des logiciels pour tout faire, mais notamment pour créer des sites. Il y en a deux de ces logiciels qui s'appellent WordPress sans E et Joomla, qui sont assez faciles en fait à maîtriser. Donc vous les installez en fait en 10 minutes, un quart d'heure sur votre hébergement chez OVH ou chez One&One par exemple. Vous devez quand même rentrer quelques informations techniques, l'adresse de la base de données, le nom d'utilisateur pour se connecter à la base de données, le mot de passe, etc. Donc il y a une dizaine d'informations techniques à rentrer. Et une fois que c'est installé, vous êtes relativement autonome. Vous vous connectez avec un login mot de passe sur une interface. Donc, par exemple, là, si je veux modifier le contenu de netmarketing.fr, et par exemple, là, je voudrais faire apparaître une page. Qu'est-ce que je voudrais faire apparaître? Une page partenaire. Je voudrais faire apparaître un lien partenaire qui s'affiche dans le menu du haut. Alors, dans ce cas-là, je me connecte sur l'interface d'administration. Et là, je peux modifier mon site sans connaissance technique. Donc c'est un petit peu comme si vous deviez apprendre à vous servir d'un nouveau logiciel comme Word. Ça n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc il y a une phase d'apprentissage. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 300 tutoriels sur YouTube pour vous expliquer pas à pas en fait, la façon dont ça fonctionne. Donc celui-là, c'est Joomla. C'est un des plus utilisés, le système que j'utilise pour gérer mon site. Et là, ce que je vous disais, je voudrais faire apparaître une rubrique partenaire ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aller créer dans la partie contenu une nouvelle catégorie. Voilà, hop. Voilà, hop, je l'enregistre. Et normalement, ça doit fonctionner. Alors, inscription et formation. Et avec un peu de chance, voilà. Ah, pardon. Mince, il faut que je la retrouve, je suis désolé. Alors, pourquoi? Là, je publie un article, pardon. Voilà. Alors,
Hop. Voilà, peu importe. Après, je pourrais modifier son contenu. Donc là, vous voyez, j'ai créé en fait une page partenaire. Et du coup, vous voyez, avec ces systèmes-là, vous pouvez créer des catégories, vous pouvez créer des pages de contenu, des pages de contact, etc. Et même avec ce site-là qui a été fait pour créer des petits sites de contenu, juste des sites où on diffuse des informations, étant donné qu'il y a toute une communauté de développeurs qui s'est plugué sur le logiciel en fait de départ et qui a dit « Ah mais tiens, ce serait intéressant qu'on développe une extension pour faire un forum, pour gérer une newsletter, pour faire en sorte qu'il y ait le nombre de fans Facebook qui s'affiche, etc. » Il y en a même par exemple qui ont développé des petits modules pour transformer ce site-là de contenu en boutique d'e-commerce. Vous voulez en fait installer le système de paiement PayPal, il y a un petit module qui vous permet de faire cela pour le coup aussi. Alors maintenant, quand ça vous est livré, donc du coup, on peut, la plupart des PME, en fait, maintenant, qui développent leur site, même si elles le font développer par une agence web, dont le job c'est de créer des sites, de coder des choses, l'agence web leur recommande en fait de passer par un CMS parce qu'il y a déjà toute la base qui est prévue, et plutôt que d'acheter 30 jours de développement pour réinventer la roue, c'est peut-être plus intéressant que l'agence web soit baisse ses prix, soit réserve les 30 jours pour développer vraiment des fonctions très spécifiques, très propres. Alors maintenant, le logiciel, donc vous pouvez le télécharger gratuitement, donc ça c'est Joomla, vous pouvez le télécharger gratuitement en fait sur le site de la communauté, mais il ne sera pas forcément très beau, parce qu'après il faut l'habiller. Et ça c'est pas donné, c'est pas livré, là l'habillage, le logo, etc. avec le logiciel. Et du coup, comme ces logiciels-là sont installés sur des centaines de milliers de sites, il y a des gens qui se sont dit, bah alors du coup il y en a plein qui ont besoin d'avoir des jolis sites, puisqu'il n'y a que le code qui est livré. Donc nous, par exemple, on va acheter nos templates, nos modèles de sites, l'habillage des sites, sur Ufilm, qui est un des X fournisseurs de templates. Donc là, vous voyez, si vous voulez vous lancer dans la mode, ils viennent de publier en fait un nouveau template en fait ce mois-ci, ils en publient tous les mois. Et vous pouvez avoir, si on va sur la partie démo, là. Sur WordPress, il y a des templates. C'est la même chose, oui, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous voyez, Ufilm, ils disent, ce template-là, ce modèle-là de site, il est disponible en Joomla et en WordPress. Ils les font pour les deux, en fait, maintenant. Donc là, vous voyez, vous voulez avoir en fait un joli site comme ça, qui tient quand même bien la route. Vous installez Joomla, vous installez ensuite le template Sixth Avenue que vous avez été acheté chez Ufilm pour $79. Et vous avez un site qui, pour le coup, qui donne le change. Alors là, je ne sais pas, qui prend du temps à se charger. Alors eux ont cédé à la mode des one-page websites. Et leur site, la beauté du truc, c'est que les sites, leurs modèles sont en plus responsive. Donc vous avez directement le site mobile en fait qui va bien avec. Et là, vous parlez de $70 pour oui. une page, alors que sur WordPress, c'est gratuit non. Vous avez les templates moches qui sont gratuits sur WordPress, si vous voulez les templates beaux, parce que des templates moyens, il y en a des dizaines. Là, comme ça coûte quelques dizaines d'euros ou de dollars, ça vaut le coup pour avoir le responsive et la qualité et le design d'y aller. Sachant que si vous achetez un template, vous prenez un template, vous demandez à votre agence de faire un template moche, elle va passer 10 fois plus de temps à le rendre beau que ça vous aurait coûté en fait à acheter un template. Donc, la plupart des PME en fait qui se lancent, et même certaines grosses structures, passent par ce système-là. Il y a beaucoup de... Là, il y a des CMS qui utilisent pour le contenu basique, donc on utilise WordPress et Joomla. Si vous voulez faire des choses plus compliquées, interfacer ça avec votre système d'information, il faut la catégorie au-dessus, ça s'appelle Drupal. Et si vous voulez avoir quelque chose qui ait des fonctions dédiées à l'e-commerce spécifiquement, là ça s'appelle Magento, OS Commerce ou PrestaShop. Et ça, ce sont des logiciels gratuits. On pourrait se dire les logiciels gratuits, c'est vraiment réservé en fait aux petites boîtes qui n'ont pas les sous. Mais même les belles marques, de plus en plus, utilisent cela.
Si vous avez des besoins très spécifiques, un site qui doit tenir une charge de millions de personnes par jour, genre vente privée, Amazon halluciné, ça ne marche pas. Et ces systèmes-là ne sont pas suffisamment bien codés pour répondre vite si vous avez une charge importante. Mais pour des centaines de milliers de visiteurs par mois, ce qui est déjà pas mal pour un site d'e-commerce, en fait, c'est largement suffisant. Mais je suppose que plus on monte, plus il faut des connaissances techniques. Alors exactement, WordPress c'est très simple, Joomla c'est très simple, un petit peu moins simple que WordPress, mais c'est accessible à quelqu'un qui n'a pas d'aversion vis-à-vis de la technique. Drupal c'est déjà plus difficile et ça met plus de temps à se mettre en place, et en plus mauvaise nouvelle, comme c'est moins utilisé, il y a moins de templates jolis. Magento, PrestaShop, ça c'est assez facile, mais c'est version e-commerce. Maintenant, comme il y a du système de paiement sécurisé, il y a des échanges de données sécurisés en SSL, HTTPS à connecter, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Magento, c'est gratuit? Le logiciel base et sans support est gratuit. Pour Magento et PrestaShop, sauf si je me trompe, dès que vous voulez des extensions un peu particulières éditées par ceux qui sont à l'origine du logiciel, ça vous coûtera des sous. Si vous voulez du support technique, ça vous coûtera des sous aussi. Autant sur WordPress et Joomla, c'est du 100% open source, autant sur Magento et PrestaShop, sauf si je me trompe, le logiciel de base est gratuit, mais si vous voulez des fonctionnalités avancées ou de support client, il faut payer. Et après, on peut avoir un site dans plusieurs langues. Joomla, j'ai l'extension allemand, japonais, chinois, que si jamais j'en ai besoin, et vous pouvez avoir, il y a deux possibilités, soit vous avez les petits drapeaux et vous restez sur le même nom de domaine mais vous changez de langue, soit vous avez un Joomla installé pour la version chinoise, un Joomla mais un autre installé pour la version française parce que vous avez un point .cn et un point .fr par exemple. Et là pour le coup c'est payant, la prestation de changer de langue. Alors non, c'est pas payant, mais il faut quelqu'un qui l'installe quand même. Donc si dès que vous raisonnez langue, là il y a forcément un prestataire qui va traduire le site. Après, si vous avez des connaissances techniques de base, mais de base, vous pouvez installer vous-même WordPress et Joomla. Si vous vous laissez 3 jours après la formation là, et que vous tapez tous les tutoriels de base pour utiliser WordPress et Joomla, tous vous pouvez le faire. Il faut résister un petit peu parce que comme je vois bien que vous n'avez pas des profils méga techniques, il faudra vous faire un peu mal, mais vous pouvez le faire. Magento, PrestaShop, ce sera un peu plus difficile. Et dès que vous avez besoin en fait d'installer des choses particulières, de faire des développements particuliers, là il faut forcément en tant qu'entreprise, on va dire, faire appel pour le coup à des pros. Après il y a un autre point, c'est que pour monter votre site perso, blog ou autre, WordPress ou Joomla tout seul ça peut marcher. Mais comme le code de tous ces outils-là est connu de tout le monde, et notamment par les pirates, ces logiciels-là particulièrement sont attaqués. Donc du coup, une boîte qui utilise du Joomla ou du WordPress, elle doit bétonner toute la partie sécurité. Donc là, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu de devant comme ça. Alors, si je vous parle de cela en particulier, c'est parce que, enfin, des systèmes open source, c'est parce que 90-95% des sites maintenant sont développés avec ces systèmes-là. Il y a énormément de boîtes qui commettent encore l'erreur de tout vouloir faire redévelopper par leur agence web. Une agence web pour une boutique normale ou un site de contenu normal qui vous conseille autre chose que de l'open source, c'est qu'elle n'est pas bonne en open source ou qu'elle veut vous facturer des journées, et en général, pour la même somme, vous en aurez 2 ou 3 fois moins. Et d'autant plus que je vous disais, avec les jolis templates que l'on peut trouver, souvent les boîtes qui éditent des templates font des choses qui sont plus belles et plus responsives que la plupart des agences web. Donc du coup, la bonne façon de réfléchir pour gagner en productivité, c'est je ne réinvente jamais la roue, ni en code, ni en design. Je personnalise des choses qui existent déjà, du coup qui ne savent peut-être pas trop tout faire, mais comme mes besoins dans la plupart des cas sont basiques, enfin sont couverts à 99% par ces outils-là, bah, j'accepte de faire sauter 2-3 fonctionnalités que j'avais imaginées, parce que ça va me coûter 2-3 fois, 4 fois moins cher des fois. Maintenant, si je veux aller un truc sur mesure avec des fonctionnalités, genre, je ne sais pas, par exemple un site comme, imaginons que vous vouliez monter Blablacar à l'époque où il n'y avait aucun concurrent, là il faut tout développer à partir de zéro. Je pense que si jamais vous voulez monter un site, par exemple, vous voulez, je ne sais pas,
dès que vous avez un site comme Uber, comme Blablacar ou comment il s'appelle Airbnb qui se développe et qui cartonne, il est forcément copié des dizaines de fois dans le monde. Et s'il est copié des dizaines de fois dans le monde, il sera copié des centaines de fois dans le monde. Et donc du coup, il y a un marché pour les gens qui veulent copier Blablacar. Donc du coup, vous tapez clone ou script Blablacar et vous avez quelqu'un qui va vous aider. C'est pas de l'open source, ça va coûter quelques centaines de dollars, qui va vous donner de quoi faire un Blablacar de base. Il tiendra moins la charge, mais vous le faites en 3 jours, le Blablacar clone. Là, on va voir. Hop. Du boulot. Et après, l'intérêt, c'est de rejoindre la fonctionnalité aussi. Non, c'est que vous avez créé Blablacar, alors que là, comme c'est très spécifique, normalement, Blablacar, c'est pas un site vitrine, un site e-commerce ordinaire, c'est des développements quand même un peu particuliers. Si vous le faites développer par une agence web, ça vous coûte tout de suite 50 000 €. Et encore, ça ne tient pas très bien à charge. Là, à 500 $, vous l'avez votre Blablacar et vous pouvez tester pour savoir si ça vaut le coup de lancer un Blablacar ou pas. Mais c'est pas de l'open source, c'est différent. Pricing. Ride sharing script. Voilà, your own carpooling website in just a few hours. Toc. Alors, où va-t-on avoir le prix? L'avez-vous vu le prix? Et c'est hallucinant. Pour... Enfin, c'est pas négatif. Ouais, mais il y a... C'est pas si facile dans la vraie vie quand même, parce que quand on crée son site, même si on a une idée très précise Oui. de savoir, parce qu'on a des concurrents et machin et tout, il faut quand même le faire développer. Parce que moi, WordPress, au début, j'ai pas trouvé ça ludique du tout, hein, ça m'a fait chier, mais alors, rentrer les 500 photos, le clic, le machin, ça me faut aimer ça quand même. Hein. Moi, j'arrête pas de vous dire que ça va vous griller de neurones, qu'il faut beaucoup apprendre. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était possible, ce qui est très différent. Donc, quand je vous dis 3 jours, je vous vois passer 8 heures par jour à vous taper des tutoriels sur YouTube ou des tutoriels en fait écrits. Vous louez votre espace sur OVH et vous uploadez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois Joomla jusqu'au moment où vous y arrivez. Puis vous posez des questions dans les forums de discussion. Le point, c'est moins de savoir en fait si c'est facile en fait ou pas que si c'est la règle du jeu ou pas. Aujourd'hui, en e-commerce, les marges elles sont tellement réduites que si vous n'êtes pas malin, vous êtes déficitaire. Et donc c'est quelque chose qui est vachement important. Moi à complètement autre niveau, je me bats avec mes clients. Là j'ai un client en fait institutionnel, c'est une agence de développement économique locale en province. Elle veut me faire perdre du temps en fait en réunion. Et il y a 15 personnes autour des réunions, parce qu'ils ont l'habitude de faire des réunions, parce que tout est très politique chez eux. Mais chaque réunion, si on compte le coût salarial en fait, de toutes les personnes qui sont autour, c'est 5 000 €. Quand il y a 10 personnes qui sont payées, dont le coût quotidien en fait, avec les charges patronales c'est 400-500 €, c'est tout de suite 5 000 € la réunion. Donc du coup, moi je leur dis, non, on fait moins de réunions, on essaye d'être plus efficace. Donc là, c'est un peu la même chose. Il faut être, entre guillemets, moi, efficace. je trouve que tous ces outils, enfin, si je peux me permettre, parce que moi j'avais donc monté un site d'art, sont utiles une fois il faut quand même une petite mini-formation. Parce que même si on est un peu curieux, si on a du temps et tout, il y a quand même 2-3 trucs, tu as quand même envie de jeter ton ordi par la fenêtre souvent. Bien sûr, bien sûr. Alors que si tu as un petit webmaster pas trop cher, un petit jeune étudiant, machin, qui te montre juste les petits aspects, etc. Après, voilà, d'accord. Mais le départ... Ouais, mais alors attention, moi l'objet de ma formation, c'est que vous n'êtes pas encore en poste, et c'est de vous donner les clés pour que vous ayez des billes. Et être capable de faire ça, ça fait partie pour moi des vrais plus. C'est pas le seul truc, mais c'est ce que cherchent pas mal de gens qui recrutent dans ces domaines-là. C'est des gens qui sont autonomes, quand je disais curieux, c'est ça la curiosité. Mais la mise à jour, après utiliser WordPress, oui, mais au départ... Mais là c'est facile parce que le problème c'est que vous allez avoir des tas de problématiques en fait à résoudre dans la vraie vie. Vous aurez votre référenceur qui ne tourne pas en rond, vous aurez l'achat de mots-clés qui devait marcher et qui ne marche pas, alors qu'il vous avait promis, juré que ça fonctionnait. Et là, une partie de ce qu'on nous demande, c'est de résoudre des problèmes de façon autonome et pas de nous reposer sur les autres. Et ce qu'on demande aux gens, de plus en plus dans les boîtes, il y a plein de boîtes où le périmètre du poste internet il est assez haut niveau. Maintenant,
de plus en plus. Il y a plein de jeunes en fait, qui savent le faire. Vous savez, eux savent le faire, vous ne le savez pas le faire, vous perdez des points. Et il y a plein de boîtes qui réalisent qu'elles ont besoin peut-être plus de débrouillards que de super stratèges en Internet. Et c'est pour ça que ça, je sais bien que c'est violent, parce que moi, j'ai mis 2 ans avant de me faire à l'idée qu'au lieu de faire mes pages HTML en fait, à la main avec un espèce de Word amélioré, je devrais passer à ça. Et moi, j'ai fait de la résistance à ça. Parce qu'il y avait de la base de données, oh là là, ça fait peur, je ne sais même pas physiquement ce que c'est. Il y a du langage de programmation, j'ai peur. La moralité, heureusement que j'y suis passé, parce qu'on n'aurait ni 500 sites, ni 200 sites, ni... on aurait 5 sites encore, parce que la puissance de feu que ça m'a donné de pouvoir maîtriser cet outil-là, elle est incroyable. Là, je vais faire une annonce en fait dans pas tellement longtemps auprès de la presse, et je viens de lancer une boîte en fait il y a mince, il n'est pas encore complètement installé. C'est une nouvelle boîte dont j'ai déposé les statuts qui est, je crois, juste en train d'être enregistrée. En 2 heures, j'ai créé le site. Là, il n'est pas encore connecté au nom de domaine, mais j'ai créé le site. Et c'est un beau site comme celui qu'on a vu sur YouTheme. Mais vous, c'est votre métier depuis 20 ans. Non, moi j'ai fait une école de commerce. J'ai fait l'EDEC. Après ça, Je vous rappelle, dans les écoles de commerce, on ne sait pas vendre, on ne sait quasiment rien faire quand on sort. Hein. Nous, on sait faire des calculs, on sait intégrer L'Oréal, on sait comment dire, spéculer sur les marchés financiers, on sait faire de l'audit. Hein. C'est ça qu'on nous apprend dans les écoles de commerce. Maintenant, moi, entre guillemets, si je m'en suis sorti et que je suis employable, et encore pour une durée limitée, c'est parce que tout de suite, j'ai mis les mains dans le cambouis. Et vraiment une erreur, enfin, il y a une erreur qui consiste à penser que vous y couperez. Non mais vous avez raison, moi je le confirme. Les gens qui ont des places de choix, ils y sont, et il y a un espèce de double deuil à faire. Bien que j'ai 18 ans d'expérience, ce qu'on me demande c'est de faire des choses concrètes, et bien que j'ai 18 ans d'expérience dans un nombre de domaines, on me demande de comprendre les choses précises, et je suis désolé, pour ne pas vous faire avoir et pour comprendre jusqu'où on peut pousser les trucs, il faut toucher, il faut mettre les mains dans le cambouis. Moi, encore moi maintenant, entre guillemets, moi qui suis le chef d'une boîte qui est rentable, j'installe des sites et je fais des liens. Et si je ne fais pas des liens, si je n'invente pas des nouvelles façons de faire des liens, malheureusement, comme tout le monde n'est pas capable d'inventer des trucs chez moi, ben nous, on risque de se trouver dépassé. Là, je suis en train de mettre les mains dans le cambouis d'une autre façon. Nomadar, c'est un système que normalement, nous, on ne devrait pas pouvoir développer parce que c'est trop compliqué. C'est quoi Nomadar. Nomade, AR. Ah. AR, c'est réalité augmentée, augmented reality. Donc, meilleurs agents. Donc pour vous expliquer Nomadar, il faut que je vous montre un exemple concret. Nomadar, vous voyez, c'est un système que j'ai imaginé il y a 4 ans et demi. Et j'attendais qu'il y ait des vrais développeurs, des vraies boîtes de technologie qui le fassent, qui fonctionnent en réalité augmentée. Donc meilleurs agents, leur appli de réalité augmentée, vous la pointez en fait vers un immeuble, vous êtes dans la rue, vous la pointez vers un immeuble, donc vous voyez l'image de l'immeuble, hein, c'est comme si c'était une caméra, et vous avez une petite vignette qui vous dit le prix de la dernière transaction en fait sur cet immeuble-là, enregistré chez les notaires de France, c'est 9 675 € en fait du mètre carré. Les notaires en fait ont ces informations-là, ils achètent leurs informations aux notaires. Mais les notaires, ils ne savent pas les mettre en image. Et eux, ils ont développé la techno qui relie l'adresse au prix. Moi, je me suis dit, c'est génial ça, mais je veux faire la même chose, mais pour avoir toutes les informations. Moi, je voudrais savoir quels sont les horaires d'ouverture du magasin qui est là. Ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les avis sur ce magasin-là, sur ce restaurant-là, avant d'y rentrer. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand a été construite la Tour Eiffel. Ça, techniquement, c'est une affaire d'ingénieur. Comme moi, je mets les mains dans le cambouis, il m'a fallu 3 ans parce que je ne suis pas ingénieur, il m'a fallu 3 ans, mais j'ai trouvé la solution pour y arriver avec des petites briques techniques basiques. C'est un peu comme les inventeurs du concours Lépine. En gros, ils assemblent des trucs dans des choses. La plupart du temps, ça ne marche pas. Et puis à un moment donné, en fait, ils ont un besoin, ils imaginent un truc et ça fonctionne et ça révolutionne pour le coup les choses. Là, vous avez tapé quoi pour obtenir ça?
Pour avoir les images là, Oui, alors l'appli c'est Meilleurs Agents qui affiche le prix du mètre carré. Eux ils ne font que ça. Hein. Et le système qui consiste à superposer des petites informations ou des images sur la réalité, ça s'appelle réalité augmentée. Donc là, moi je ne creuserai pas la technique, j'aurais pas été capable en fait d'inventer un nouveau moteur de recherche. Et je me fais pas d'illusions, hein. Si Google se met sur le créneau, ils vont nous écraser. Mais n'empêche qu'on arrive à faire ça maintenant avec un type qui n'a pas un profil d'ingénieur. Et moi je ne vous demande pas de faire ça, mais en revanche, sur de l'installation de sites, notamment si vous voulez éviter que la DSI dans votre prochaine boîte vous dise ça coûte 20 jours à faire ce que tu me demandes, alors qu'en réalité ça coûte 3 jours, il faut s'y connaître un peu. Voilà. Votre boss il vous dit non, j'ai que 50 000 € de budget pour lancer le site d'e-commerce et le devis qu'on a fait faire auprès de l'agence, il est de temps. Bah non, toi tu lui dis non, je suis désolé, pour les fonctions de base, ça peut nous coûter 5 000 € si on passe par le fameux freelance et si on lui fait installer ça et ça. Du coup, il me reste 30 000 € pour faire ma promo et je sais pas, 5 000 € pour faire pour le coût du personnalisé. Et de plus en plus, le métier de webmarketeur, c'est maîtriser plein de petites briques et les assembler de façon un petit peu pertinente, des briques marketing, des briques techniques, etc. Nous, chez un de nos clients qui est une marque qui est super connue, comme la fille qui est loin d'être bête, maîtrise mal la technique, elle est obligée de se reposer sur les compétences de son agence de web design. L'agence de web design qui n'est pas suffisamment forte pour maîtriser la technique, donc qui sous-traite ça à une agence de développement, et qui est tellement pas suffisamment forte qu'elle n'a pas compris que l'agence de développement était nulle. Donc du coup, ça fait 18 mois de retard sur la mise en ligne du site d'e-commerce. Un site d'e-commerce, normalement, même quand on est gros, qui fera mieux qu'elle chez elle? Il n'y a pas forcément un profil qui est plus dégourdi qu'elle. Et elle, c'est loin d'être l'interlocuteur le moins compétent que j'ai eu à faire. Moi, elle fait partie de mon top 25%, mais n'empêche que elle a une culture de com parce qu'elle a fait toute sa carrière en fait chez eux, elle n'a pas pris suffisamment de temps, et voilà. Mais je dis pas qu'il ne faut pas la faire, je dis c'est pas facile. Et moi, un des messages que je vais vous envoyer pendant cette formation, c'est si vous restez sur du facile, vous n'aurez que soit vous trouverez un poste et ce sera de la chance, soit vous trouverez des petits postes. Et c'est pas gentil ce que je dis, c'est pas un peu comme je dis quand Google est le gros méchant, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, on parle de nouvelles technologies. Coût d'un site, TPE à 10 € par mois, donc vous avez un assistant, vous déposez votre nom de domaine, vous pouvez créer un site en fait sans compétences techniques, donc là il n'y a même plus besoin d'installer Joomla ou WordPress. Là vous créez le compte, c'est un peu comme si vous créiez une page Facebook, et vous pouvez créer des catégories, il y a besoin de quasiment 0 compétences techniques, sauf qu'il faut uploader les photos, il faut avoir des jolies photos. Mais à 10 € par mois, vous pouvez avoir ça. Après, vous voulez avoir un site un peu, ça c'est plus carte de visite, ce ne sera pas bien référencé, techniquement ce sera limité. Un site un peu sérieux, c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour le coup tout de suite. De grandes entreprises, parce que techniquement c'est un peu plus compliqué, mais aussi parce que les process en interne de validation prennent plus de temps, ça va être des centaines de milliers d'euros. Et sachant qu'à l'intérieur, vous avez plusieurs postes, vous avez normalement, moi dans les coûts que j'intègre, il n'y a pas que la partie technique, il y a l'étude de marché, les focus group, le benchmark, parce que c'est bien, moi je vous disais, de ne pas réinventer la route, donc ça peut être intéressant de regarder ce que font les concurrents ou ce que font les gens dans des domaines qui vous ressemblent, parce que quand on dit benchmark, on se dit benchmark concurrentiel, mais concurrent direct, alors qu'à l'origine, le benchmark en marketing, ou en technique, ça consistait à aller chercher dans un autre secteur d'activité des méthodes et à les importer, à les adapter pour que nous, on soit les premiers à prendre de l'avance sur la concurrence. Conception, donc en gros, l'arborescence, le zoning, la stratégie, la communication autour du site. Donc du coup, souvent, vous avez une agence de com qui vient mettre son grain de sel dessus. Ensuite, vous avez le développement du front et du back office. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. Le front, c'est ce que voient les internautes. Le back office, c'est ce qui vous permet de régler, de piloter le site. Accéder aux statistiques, valider des ventes, gérer les stocks, rentrer les produits, etc. Ensuite, il faudra faire l'intégration HTML qui fait le pont entre les jolis designs que l'infographiste vous a présentés
et le code que va cracher le Joomla ou le WordPress ou le système sur mesure. Si vous passez en fait par un système open source, quasiment tout est livré entre guillemets en même temps. Vous avez juste l'arborescence, la conception du site pour le coup à gérer. Et après, il faut tester pour savoir si ça fonctionne en fait effectivement ou pas. Et dans l'open source, comme des fois vous avez plein de petits développeurs qui vous fournissent des petits modules, il faut bien vérifier qu'ils fonctionnent bien. Et à chaque fois que vous installez des petits modules, par exemple si vous voulez transformer Joomla en site d'e-commerce, vous êtes obligé d'installer une extension qui n'a pas été forcément vérifiée, testée dans tous les sens. Et là, il faut demander au forum de discussion, est-ce que cette extension-là, elle est remplie de trous de sécurité, est-ce que je vais me faire hacker ou pas? Parce que l'open source c'est vachement bien, mais je vous disais au niveau de la sécurité c'est chaud. Est-ce qu'avec WordPress on peut avoir un système de PayPal? Oui, mais pour vendre quoi? Par exemple pour une association pour faire des réservations par exemple. De quoi? De repas par exemple. Alors ça c'est bien, WordPress plus un petit module PayPal à mon avis c'est bien. Si vous vouliez avoir un vrai site d'e-commerce, vous allez sur ce qui est fait pour à la base, Magento ou PrestaShop. Mais pour l'association c'est bien. Vous parliez de forum de discussion pour vérifier qu'on peut être hacké ou pas. Vous avez un exemple de Non. forum? Vous tapez le nom de l'extension et Security ou Problems ou Hacking. Et là, vous allez tomber sur 5-10 forums de discussion américains qui en parlent. Ça, parmi les choses aussi que je vais essayer de partager, enfin dont je vais essayer de vous convaincre, c'est d'être autonome en recherche et de ne pas avoir peur d'aller vous perdre au fin fond d'Internet. Ce que vous avez à perdre, c'est 2 heures et des lignes à lire dans une langue que vous n'aimez pas. Mais par rapport au gain, c'est bien. Et sur la partie promotion, vous êtes à 10 000 € dès que vous voulez faire quelque chose, même en tant que petite entreprise, si vous voulez que ça marche un peu. Et ça peut aller jusqu'à des millions d'euros, sachant qu'une PME, c'est plutôt des budgets compris entre 50 000 et 150 000 à peu près par an. Et une grosse PME ou une filiale d'une grosse entreprise, c'est peut-être 100, 200, 300 000, quelque chose comme ça. Je regarde le nombre de... Ah, c'est bon, il ne me reste presque plus de slides. Le contenu, on y reviendra en fait demain. Sur les sites d'e-commerce, on a déjà pas mal parlé. Donc, pour les e-commerce, alors la beauté du jeu, c'est que si je veux me lancer dans l'e-commerce, dans certains cas, il y a une possibilité, c'est de le faire sans site. Il y a 10 places de marché qui ont déjà plein de clients, Amazon, Fnac, Redoute, etc., qui vendent un peu de tout et n'importe quoi, et qui recherchent plein de petites boîtes qui ne sont pas suffisamment dégourdies pour aller chercher des vrais clients en nombre important avec leur site, et qui peuvent vous permettre de vendre des produits sans avoir de site. Donc du coup, vous créez un compte chez eux, vous faites accepter, vous leur donnez entre, je ne sais plus, 4 et 20% de commission suivant les gammes de produits et le volume d'affaires que vous faites avec eux, et vous pouvez vendre comme ça. Et des fois, sur certains secteurs où il y a des marges un petit peu substantielles, que vous pouvez vous permettre de redistribuer à des apporteurs d'affaires, ça peut fonctionner. Sans ça, la plupart du temps, les gens qui se lancent dans l'e-commerce avec des petits budgets commencent par des plateformes mutualisées comme Oxatis, Stock Factory ou One and One. C'est un peu l'équivalent de Facebook, tout est chez quelqu'un d'autre. Donc du coup, tout appartient à quelqu'un d'autre. Le jour où vous montez en puissance et que vous voyez que ça ne vous convient plus, ces systèmes très standardisés, il faut tout refaire à côté pour le coup. Donc du coup, ça peut être bien pour essayer de comprendre un peu, mais pas plus de quelques mois. Si vous voulez avoir un vrai site d'e-commerce, là, il faut passer par une agence web qui vous installe un PrestaShop ou un Magento. Au niveau de la conception, tout le monde a envie de tout réinventer. Moi, ce que je vous dis, c'est si Amazon, qui est quand même la boîte qui cartonne en e-commerce au niveau mondial, même si on a fait plein de critiques sur la rentabilité, ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres, à un truc super simple, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Et pourtant, eux n'ont pas de problème à innover ou à inventer des trucs. Eux, ils ont inventé l'affiliation, le système de commissionnement des apporteurs d'affaires. Ils ont toujours été excellents en référencement naturel. C'est le premier acheteur de mots-clés de Google AdWords, donc ce sont des peurs dans plein de techniques clés. S'ils en sont là, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Les sites qui marchent le mieux en taux de transformation, ce sont les sites qui sont relativement simples. Les sites sur fond blanc, avec une navigation classique, mais en revanche, plein de petits appels à l'action. Tiens, tu peux être livré en 24 heures. Tiens, il n'y a plus que tant d'éléments en stock. C'est plus là-dessus qu'il faut faire de l'innovation que sur le design du site, pour le coup, ou des pages. Ça fait plaisir, c'est super, on va dire,
stimulant du point de vue intellectuel, intéressant, mais c'est mieux. Mon expérience montre aussi que c'est mieux de faire ça. Si vous voulez vous en convaincre, allez consulter un site qui s'appelle Conversion Rate Experts, qui est en anglais encore. J'espère que j'ai la bonne adresse. Voilà, c'est bon. Et qui vous donne alors dans sa Learning Zone énormément d'astuces pour apprendre en fait à rendre un site plus efficace. Vous avez fait un beau site, il n'y a pas eu d'erreurs qui ont été faites dessus, mais vous êtes à un taux de transformation de 0,40%, et on sait qu'on peut faire 1 ou 1,50% quand on est vraiment focalisé là-dessus. Et eux vont vous donner énormément en fait de petites ou de grosses techniques pour passer de 0,40 à 0,42, 0,43, 0,50, 0,51, etc. Et au bout de 1 an ou 2, en fait, avec le même nombre de visiteurs, à être capable de faire 2 ou 3 fois plus de ventes, mais avec du temps. Et donc ça, celui-là, en fait, il est assez intéressant pour les exemples. Et vous en avez un autre, là, qui vous donne, alors lui, il vous donne les règles, mais pas forcément les résultats chiffrés. Il y en a un autre qui est rigolo, c'est Which Test Won. C'est une société qui est spécialisée en fait dans l'optimisation du taux de conversion des sites, grosso modo, et qui vous donne, pour démontrer à la fois qu'elle s'y connaît et à la fois qu'il y a des marges de progression incroyables sur les sites, les résultats de tests qu'elle a réalisés. Pour savoir comment améliorer un site, souvent ce qu'on fait, c'est tiens, on va changer, tiens, qu'est-ce qui est mieux pour récupérer des emails? C'est de faire comme Duno ou de faire apparaître un petit pop-in comme celui-là. Et le pop-in, je le fais apparaître dès que l'internaute arrive, au risque qu'il s'en aille parce que ça le fait suer de se prendre un pop-in dans la figure, ou j'attends 15 secondes comme dans ce cas-là, qu'il ait décidé de rester sur mon site. Donc en fait, l'optimisation du taux de transformation, c'est la conduite d'énormément de tests. Si une fille, c'est Anne Holland qui est à l'origine de ça, qui est spécialisée dans le testing, est arrivée à cette formule-là de pop-in, c'est peut-être que celle-là doit être un petit peu optimisée. Vous vous souvenez quand je vous parlais du benchmark? Bah là, elle n'est pas concurrente de ce que vous faites, mais elle a une technique qui, à mon avis, elle a mis en place un système qui peut être intéressant. Alors, le test de cette semaine, donc vous allez essayer de deviner ce qui marche le mieux. Donc là, elle me dit, voilà. Donc là, c'est pour les sites de jeux, visiblement. Et l'objectif du test, c'est de savoir comment on augmente le taux de fidélisation en fait, des utilisateurs, donc des gens qui sont déjà inscrits, déjà clients, en offrant en fait un bonus. Ça, c'est un site, si je comprends bien, on teste et alors, on est rémunéré pour tester. Alors, non. C'est une société de conseil comme la mienne. Et pour démontrer en fait qu'elle s'y connaît, elle dit, bah regarde, j'ai fait ce test-là pour un client Sarenza, j'en sais rien, la semaine dernière, et voilà la formule qui a gagné. Est-ce que le mieux, alors là c'est un petit peu particulier, donc je ne suis pas sûr qu'on arrivera à bien interpréter le test. Ah, ça c'est intéressant. Donc là je suis sur un site de jeu. Mon problème, c'est que les gens jouent, puis des fois, en fait, ils s'en vont, et moi, j'aimerais bien, en fait, les faire revenir sur mon site. Donc, j'ai une idée, c'est d'offrir, en fait, un bonus. Donc là, en fait, c'est au moment où les gens, en fait, se déconnectent de mon site, tellement j'ai peur, en fait, qu'ils ne reviennent pas, avant de constater 2 semaines plus tard qu'ils ne sont pas revenus, je leur offre un bonus. Donc, est-ce que ça, c'est une bonne idée ou pas, pour augmenter le niveau de fidélisation de mes internautes? Et là, on leur dit, tu vas avoir 200% de bonus. 200% de bonus sur un site de jeu d'argent, ça veut dire que quand je mets 100 €, j'ai le droit de miser en fait 300 € en réalité en fait sur le site. Donc je vais mettre ma carte bleue, je vais virer effectivement 100 €. Il y a 100 € qui vont m'être débités de mon compte en banque, mais et après j'aurai le droit de dépenser 300 €. Je n'aurai pas le droit de retirer 300 € pour les faire revenir sur mon compte en banque, mais j'aurai le droit de jouer pour 300 €. Donc du coup, ça va avoir un coût pour le jeu. Ce ne sera pas 300 €, mais ce sera peut-être, je ne sais pas, leur taux de marge, donc je ne sais pas, ce sera peut-être 20 ou 30 € en tout. Donc est-ce que ça marche ou pas, selon vous, pour faire revenir les gens? Oui. Oui.
et par rapport à les laisser revenir gentiment comme ça. Ouais. Ah oui, c'est incitatif, je pense. Combien de oui et combien de non? Est-ce que ça marche le popping ou pas? Oui. Quelqu'un qui a déjà joué. Hein. Qui a déjà joué, oui. Et à qui on dit remets ton numéro de carte bleue pour remettre de l'argent sur ton compte. Oui. Non, je n'ai pas de force. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la majorité en fait des Reader's Guest, c'est-à-dire pas des visiteurs, mais des pros qui ont fait le test comme ce que je vous ai demandé, ont dit oui. Donc il n'y a qu'une minorité qui dit non, bah forcément le popping, ça doit mieux marcher. Et les résultats, c'est... Alors effectivement, alors là c'est pour une fois, le taux de rétention en fait a augmenté de 9%. Donc en l'occurrence, ceux qui ont dit oui, là, le popping en fait marche, ils ont eu raison. Ce qui est intéressant, alors déjà c'est de savoir qu'on réussit avec ce genre de petites astuces, c'est à la fin de mon processus de, comment dire, en gros d'une visite loguée classique, si je fais apparaître ça, ça augmente mon taux de fidélisation de 10%, ce qui est pas nul. Donc c'est pas mal. L'autre point en fait, parce que toutes les semaines en fait, vous avez les résultats d'un nouveau test en fait qui sont publiés gratuitement sur ce site. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois sur deux, vous en tant que pro, vous avez raison, et une fois sur deux, les internautes qui ont vraiment visité le site ont réagi d'une façon complètement inattendue. Donc du coup, ça veut dire que il y a plusieurs choses qui remontent. C'est il y a des petites astuces techniques comme ce popping qui changent pas fondamentalement la donne du site, qui changent beaucoup la fidélisation ou la conversion, etc. Et deux, en fait, on ne sait jamais à l'avance en fait, ce qui va marcher. Et des fois, ça se joue à des détails. Et l'optimisation d'un site, même s'il a bien été conçu au départ, c'est la conduite de plein de petits tests en fait, qui permettent d'améliorer de façon incrémentale en fait, les performances d'un site. Donc des fois, c'est la couleur du bouton. Là, il y aura un autre test à faire. Donc chaque semaine, elle publie des tests de ses propres clients, oui, qui lui donnent l'autorisation de donner les résultats de taux d'utilisation. Et si jamais vous voulez devenir des super pros du taux de l'optimisation du taux de conversion, vous allez parcourir les 545 résultats de tests qu'elle a publiés en 545, c'était plus qu'un... Non, elle a dû faire ça en 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Et là, elle qui est une professionnelle du taux de conversion, elle vous donne accès à la liste de tous des résultats de tous les tests. Donc là, vous voyez qu'est-ce qui est mieux comme formule de homepage, la fille toute seule, la fille avec le garçon et tout. Elle a fait plein de tests et qui tentent à démontrer que la meilleure façon de faire sortir le numéro de carte bleue, c'est cette façon-là. Plutôt que de dire, si tu veux avoir accès à tous mes tests, mets tout de suite ton numéro de carte bleue. Là, l'idée, c'est d'allécher, puis juste au moment où on croit avoir la réponse, on a ça. Et pire, c'est qu'elle a testé différentes formules d'abonnement. Vous savez, sur les services en ligne, des fois, on te dit, tu peux t'abonner à la version gratuite et tu as accès à une version limitée en fait, du service. Mais souvent, en fait, c'est gênant parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment le potentiel du service, puisqu'il faut payer pour avoir accès à tout le potentiel du service. Elle a fait plein de tests, et là, je lui fais assez confiance là-dessus. Elle en est arrivée à la conclusion que le mieux pour ses revenus, c'est de dire, tu as un essai gratuit de 1$ pendant 14 jours, mais du coup, tu dois me donner ton numéro de carte bleue, et à la fin des 15 jours, ce sera beaucoup plus facile pour moi de passer à la version payante plein pot, que si à la fin des 15 jours, je dois te poser la question, donne-moi ton numéro de carte bleue s'il y avait eu un test gratuit. Donc 1$, c'est gratuit pour la plupart des gens, sauf que c'est pas gratuit parce qu'ils ont déjà mis leur numéro de carte bleue. Et il y en a beaucoup plus qui restent qui se désabonnent. C'est une américaine je crois, vu ses clients, je pense que c'est une américaine. Ouais. Voilà, et puis après, il y a comment faire de l'upselling. Comment dire, gagne 56% si tu prends en fait un abonnement annuel par rapport en fait à un abonnement mensuel qui serait à 47$. Et ce qui est intéressant, c'est que fut un temps, elle était à, je crois, 79$ en fait pour un trimestre. Donc ces tarifs, ils ont sacrément pour le coup augmenté. Et les tests, dans ces tests, il y a aussi des tests sur l'élasticité au prix en fait de ces visiteurs. Effectivement, moi, si je peux devenir, ce que je ne suis pas,
un expert du taux de conversion pour 47 $, si j'ai que ça à faire dans le mois qui vient, ou pour 247 $, sincèrement, pour moi, c'est pas cher. Si je peux revendre cette prestation-là à des clients, c'est pas super cher. Et donc, du coup, elle a fait des tests, pas simplement sur le taux de transformation et fidélisation, mais même sur l'offre produit. Et c'est ce qui est beau aussi avec Internet, c'est qu'on peut tester des produits. Et ça, quasiment personne ne le fait. J'ai une idée pour un produit ou un service, tout de suite, je le lance. Donc sur la conception, passez plutôt du temps en fait à optimiser les performances de votre joli site qu'à inventer un site qui soit en rupture totale avec tout ce qui s'est fait avant. Et un truc aussi qui est horrible pour les agences web, et je passais pour un hérétique lorsque je disais ça il y a 5 ans, rédige des descriptifs très longs. On te dit que sur Internet, il faut être concis, que par l'image, machin, etc., parce que les gens ne veulent pas lire. Oui, mais le problème, c'est que si tu n'as pas de texte, tu n'es pas bon pour Google. Donc tu convertiras peut-être plus de gens, peut-être, mais tu auras 10 fois moins de personnes. Et aujourd'hui, une partie de la différence se fait sur la longueur des descriptifs et la qualité, entre guillemets, au sens de Google, des descriptifs. Et accessoirement, moi, lorsque j'achète en fait un produit que je n'ai pas l'habitude d'acheter sur Internet, j'arrive jamais à trouver des réponses à toutes les questions que je me pose. Ce produit, je ne sais pas, cette chaussure-là, est-ce qu'elle est suffisamment large? Est-ce qu'elle est suffisamment résistante? Ce textile-là, cette chemise-là, est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle n'est pas douce? Avec quoi elle va? Est-ce que je peux la marier avec ça? Est-ce que je peux faire ceci? Comment je dois la laver, etc. Et moi, il y a plein de choses que j'aimerais qu'on me raconte sur les sites, surtout quand je ne connais pas les produits, qu'on ne me dit pas. Alors que si j'étais dans un magasin, je pourrais poser la question pour le coup aux vendeurs. Et ça fait partie des choses qui servent à la fois pour le référencement, mais même à la fois pour la conversion. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre le gros paquet de texte avant la jolie photo du produit en haut, mais pour le coup, ça sert aussi. Sur les stocks, quand on se lance dans l'e-commerce, le mieux, sachant que 80% des sites d'e-commerce, donc il y en a peut-être 140 000 en ce moment en Europe, en France, pardon, et dont je pense au moins 80% d'après les études font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc ça veut dire que 80% des sites d'e-commerce, donc l'écrasante majorité des sites d'e-commerce en ce moment en France, font moins de 300 € ou un petit peu moins de 300 € par jour de chiffre d'affaires. Donc si j'ai 5 commandes en fait à livrer, ou 6 ou 7, peu importe, par jour, je n'ai pas besoin de mettre en place une super logistique ou de passer des deals incroyables pour payer le moins cher possible avec des logisticiens. Au moment où ça décollera, ça n'explose quasiment jamais, c'est toujours progressif. Là, il est toujours temps de passer des deals avec des logisticiens, soit qui prennent en charge juste la partie livraison, soit qui peuvent prendre en charge par exemple aussi la partie stockage. Et après, quand je suis vraiment très gros, j'en ai marre de payer des milliers et des cents à des logisticiens, je peux m'en construire des entrepôts comme Vente Privée, Amazon, etc. Mais ça n'a de sens que pour un nombre de sociétés assez limité. Sur le paiement, puis on va terminer là-dessus. Oui, si vous passez par des marketplaces ou des plateformes mutualisées, en général, c'est un pack qui vous est donné. La marketplace, elle fait payer le client, il n'y a pas besoin de se poser la question. Donc si vous êtes un partenaire d'Amazon et que vous vendez vos produits sur Amazon, Amazon encaisse et vous reverse avec un délai de paiement, mais voilà, il n'y a plus de problème de paiement sécurisé. Pareil, les solutions mutualisées qui ne coûtent pas cher, mais très standard et dont vous êtes très dépendante, comme Oxati, Store Factory, One and One, elles intègrent aussi le paiement, c'est assez fluide, il n'y a pas trop de questions à se poser. Maintenant, si vous intégrez un paiement sur du Magento ou du PrestaShop, par exemple, donc avec un vrai site d'e-commerce, entre guillemets, il faut avoir 2-3 repères. Déjà, c'est faire la différence entre plusieurs choses, le SSL et le HTTPS. Vous savez, on vous dit que lorsque il y a le petit cadenas qui apparaît. Là, vous voyez, tout de suite, j'ai tapé juste http://www.facebook.com et tout de suite, il m'a redirigé vers HTTPS. HTTPS, ça veut dire que les données que j'échange, que mon navigateur échange avec le serveur de Facebook sont cryptées. Est-ce qu'elles sont très cryptées ou est-ce qu'elles sont un petit peu cryptées? En fait, on ne sait pas trop. Mais en gros, s'il y avait un mouchard
juste derrière mon accès Internet, là ou dans le couloir, théoriquement, les informations qui sont cryptées, elles ne sont pas en clair. Alors que si jamais en fait vous échangez en non crypté, n'importe qui met un mouchard, en fait n'importe quel hacker débutant qui met un mouchard, en fait, il peut intercepter tout le flux de données. Donc HTTPS, ça veut dire qu'entre les deux, entre le site web et vous, les données sont cryptées. Il y a différents niveaux de cryptage. Donc du coup, à un moment donné, tout ce qui est crypté peut être décrypté, mais si c'est très fortement crypté, ça coûte très cher à décrypter, et il faut des gros ordinateurs. Donc du coup, pour votre numéro de carte bleue, on s'en fout. Mais si jamais vous avez un site d'e-commerce et que vos internautes en fait vous envoient en mode crypté HTTPS leur numéro de carte bleue, c'est pas pour autant que la personne qui reçoit le numéro de carte bleue est de confiance. Donc si c'est un petit jeune génération Y qui reçoit le numéro de carte bleue, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Donc du coup, c'est pas parce que le numéro de carte bleue est crypté entre le site d'e-commerce et l'internaute qu'une fois que la carte bleue est arrivée dans la base de données du site de l'e-commerce, elle sera à l'abri. Parce que ça peut être quelqu'un de mal intentionné qu'il y a derrière. Ça peut être aussi, vous avez vu que vous avez entendu parler du fait que Sony s'est tout fait voler. Ça vous dit rien ça? Le hacking de Sony s'est fait voler ses films, ses bases de données clients, ses partenaires, les emails internes, tout. Donc si eux se font voler, on peut imaginer qu'un petit site d'e-commerce, il peut tout se faire pirater pour le coup aussi. Donc du coup, on n'a pas forcément envie de proposer d'avoir un système de paiement où les données ne soient pas très sécurisées, parce qu'elles seraient stockées chez le marchand. Donc du coup, le mieux, c'est de passer par un tiers de confiance qui dit, quand tu veux faire payer quelqu'un sur ton site, tu me l'envoies chez moi qui suis une banque par exemple, qui a des systèmes de sécurisation beaucoup plus élevés, je récupère son numéro de carte bleue, je ne te le donne pas à toi, le commerçant, mais je te garantis que tu vas être payé. Pour le coup, que le compte était approvisionné et que le paiement va avoir lieu. Donc ça, c'est un système de paiement qui fonctionne sur un tiers de confiance. Et après, si jamais, par exemple, vous avez été en Thaïlande et que vous avez payé par carte bleue, et vous savez, quand on paye par carte bleue en Thaïlande ou aux États-Unis, on nous prend souvent notre carte bleue, le serveur il va rentrer la carte bleue dans le terminal de paiement, et voilà, il n'y a même pas besoin de mettre le code. Donc là, il se peut le serveur il ait recopié votre numéro de carte bleue, qu'il ait retourné votre carte bleue, qu'il a relevé les 3 chiffres, vous savez, le cryptogramme, et du coup, bah là, il peut payer, il peut envoyer ça à un Ukrainien qui va faire des achats en fait sur Internet en votre nom. Et là, avec les systèmes de paiement sécurisé par tiers de confiance, le marchand il peut se faire avoir. Parce que la carte n'a pas été déclarée volée parce que l'internaute, enfin le client a mis 2-3 jours pour déclarer la perte et faire opposition sur sa carte bleue. Pendant ce temps-là, il y a 200 achats qui ont été réalisés dans le monde entier, ou 30, peu importe. Et du coup, un autre système qui a tendance à se développer, c'est celui par double authentification. Tu mets ton numéro de carte bleue, tu mets ton cryptogramme, et ensuite, comme tu as dit à la banque quel était ton numéro de portable, tu reçois un code pour le coup à re-rentrer à l'intérieur. C'est le cas de BlaBlaCar. Oh, c'est bien possible, c'est bien possible. Je pense que c'est le cas de tous ceux qui ont subi des grosses pertes à cause de cela et qui se disent maintenant on veut un système au-dessus. Donc normalement maintenant la base c'est ça. Voilà. Après, qui vous fournit un système de paiement sécurisé? Vous pouvez aller sur comparatifepaiement.com pour avoir un éventail des 20-30 systèmes de paiement sécurisés par tiers de confiance qui existent aujourd'hui. Et là, il y a plusieurs formules. Il y a les formules avec contrat de vente à distance. Donc en gros, vous dites, c'est un système qui est plus pratique pour récupérer les sous sur son compte en banque, et souvent ce sont les banques traditionnelles en fait qui les proposent, donc les 20 grands réseaux d'agences bancaires en fait vous proposent en fait des systèmes de paiement avec contrat de vente à distance intégré, et vous avez aussi des pure players, comme par exemple Payline, Ogon, Paybox, Fianet qui sont assez connus, qui vous proposent ce type de système. Et vous pouvez aussi, ce serait le cas de la formule la plus adaptée pour votre association, vous pouvez juste prendre des paiements comme ça, avec des systèmes de paiement plus légers comme PayPal. Le prix à payer, c'est que le pourcentage qu'ils vous prennent sur chaque paiement est plus élevé. Donc quand vous avez un contrat de vente à distance et un système de paiement normal, vous perdez 1, 2,5%. Si vous êtes sur PayPal, vous êtes plutôt dans les 2, 3, 4% que vous devez donner comme commission à celui qui gère votre paiement sécurisé.
Donc, gros problème, c'est le piratage des numéros de carte bleue. Il faut faire super attention à cela. Vous avez tous entendu parler du phishing. Vous savez, les emails qui sont envoyés soi-disant par votre banque. Il fait chaud, hein, c'est ça? Tu peux... Moi, je l'ai baissé un peu. Tu l'as baissé? Ouais, je vais continuer à baisser un peu le... Ah non, il faut augmenter. Hein. Moi, je l'avais augmenté. Ah, baisser la température. Température, oui, tout à fait. Et maintenant, vous avez aussi des systèmes, vous avez des systèmes comme le phishing, les keyloggers, vous voyez ce que c'est ou pas? Vous avez installé un antivirus gratuit sur votre ordinateur qui filtre la moitié, non, 99% des virus, mais il y en a qui sont très méchants des virus. Donc nous, on avait des systèmes gratuits à l'intérieur de notre boîte, jusqu'au moment où j'ai fait faire une vérification, et j'ai vu qu'on avait une vingtaine de virus qui s'étaient installés sur notre réseau. Donc là, je suis passé à des vitesses supérieures, et là maintenant, on est beaucoup mieux protégé. La plupart des particuliers n'ont pas de système d'antivirus payant. Et du coup, il y a toujours des trous, et vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des systèmes d'espionnage qui ne font rien sur votre ordinateur, d'autres que d'espionner certains types d'utilisation de l'Internet. Vous vous connectez sur un site, et puis là, on va enregistrer tout ce que vous avez tapé, en fait, quand vous étiez sur la page de connexion à l'accès sécurisé. Et là, du coup, ils peuvent récupérer votre numéro de carte bleue, vos identifiants de connexion, Facebook, Gmail, etc. Et si vous avez, alors, vous pouvez récupérer des numéros de carte bleue, l'accès au compte bancaire, en fait, à la banque en ligne, en fait, de l'internaute. Vous pouvez récupérer un truc qui est bien mieux, c'est l'accès au compte Gmail, parce que sur Gmail, en général, on a tout qui arrive, ou Gmail, ou Yahoo Mail, ou autre. Et il y a plein de gens qui se font pirater tous leurs mots de passe en une seule fois, parce qu'on a récupéré le login mot de passe Gmail, et puis du coup, ça nous permet d'accéder au compte Amazon, au compte machin, puisque vous savez, quand vous avez perdu votre mot de passe, qu'est-ce que vous faites sur Amazon? Vous dites, j'ai perdu mon mot de passe, est-ce que tu peux m'envoyer un lien de réinitialisation du mot de passe? Bah, les gars, quand ils ont accès à ça, ils ont accès pour le coup